Très bien. Bonjour à tous, donc bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent petit à petit. Donc on va laisser les gens se connecter. Je vois déjà des gens qui arrivent petit à petit. N'hésitez pas à nous dire dans le chat qui se trouve en dessous si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Nous dire d'où vous êtes, d'où vous nous regardez, comment vous allez ce soir. Et surtout nous dire si vous aussi vous êtes sportif, quel sport vous pratiquez, si vous avez déjà pratiqué l'hypnose. Ça nous fera plaisir de savoir un petit peu où vous vous situez. Donc, bonjour à tous, ou bonsoir. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde arrive. Je vois qu'il y a déjà une quinzaine de personnes de connectées. Tout est OK. Bonjour de Lyon. Donc, je vous remercie toutes les personnes qui nous regardent en direct. Donc, je vais me présenter. Je suis Chani de l'équipe de Médoucine et je suis aujourd'hui ici pour un webinaire sur le thème de la préparation mentale pour améliorer les performances sportives. Donc voilà, pour booster son mental, pour avoir un mental d'acier et vraiment développer ses performances au quotidien, mais aussi de manière sportive. Et aujourd'hui, je suis avec Régis Godillon, qui est hypnothérapeute certifié du réseau Médoucine. Donc bonjour à tous. Je vais présenter un petit peu pendant quelques instants qu'est-ce que Médoucine pour toutes les personnes qui nous regardent. Donc Médoucine, si vous ne le savez pas, c'est une plateforme pour prendre rendez-vous avec un praticien certifié en médecine douce près de chez vous. Donc certifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les praticiens qui sont certifiés de notre réseau, on a vérifié leur formation et vraiment on a voulu recenser uniquement des praticiens avec qui on peut avoir confiance. Donc, vous pouvez voir sur le site, si vous cherchez un sophrologue, un hypnothérapeute, une naturopathe ou n'importe quelle autre pratique en médecine douce, vous trouverez sur le site, donc medoucine.com, un praticien près de chez vous, donc avec une fiche praticien qui vous expliquera un petit peu comment se passe la séance et des avis donc de clients et même de professionnels qui vous aideront à prendre rendez-vous. Donc, si vous avez des questions sur Médoucine, n'hésitez pas à poser dans le chat. Et du coup, je vais laisser Régis se présenter. Bonjour Régis. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Et donc oui, je suis Régis Godillon, donc je suis donc hypnothérapeute sur Nantes, préparateur mental pour sportifs aussi, en utilisant des techniques, comme on va le voir, notamment d'hypnose, mais aussi issues de la psychologie du sport. Donc voilà, j'exerce depuis 2 ans à temps complet et j'accompagne tant des sportifs que des personnes au quotidien pour des non-sportifs pour diverses problématiques. Donc, que ce soit l'arrêt du tabac, que ce soit la gestion du stress, la gestion des émotions, et bien sûr, comme on va l'aborder ce soir, la préparation mentale des sportifs. C'est super, on a hâte. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont présentes avec nous en direct à nous poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit, que ce soit sur la pratique, l'hypnose ou sur le sport. Vraiment, Régis, ce soir est là pour ça et ce sera un grand plaisir de répondre à toutes vos interrogations, que ce soit pour des définitions, des petites explications. Vraiment, n'hésitez pas. Et écoutez, Régis, je vous laisse la parole pour nous expliquer comment développer un mental d'acier grâce à l'hypnose. Très bien, donc nous allons voir pendant cette présentation déjà dans une première partie ce qu'est l'hypnose déjà, puisqu'on va aborder la préparation mentale par l'hypnose. Ensuite, on ira plus dans la deuxième partie sur vraiment des exercices concrets et la manière dont on peut travailler en hypnose et pas que pour améliorer son mental. Donc on va voir que le mental, ça peut être quelque chose d'abstrait et de difficile à quantifier, mais on va voir à la fin de ce webinaire comment on peut améliorer justement son mental et quels sont les leviers qu'on peut utiliser. Donc voici le sommaire, vous avez déjà la première partie sur l'hypnose et ensuite vous pouvez voir qu'on abordera la préparation mentale dans un second temps et on fera un focus sur l'imagerie mentale. Donc l'imagerie mentale, c'est une des techniques de préparation mentale qu'on peut utiliser pour faire de la visualisation positive ou de l'imagerie motrice, comme on va le voir, pour visualiser un événement futur. Et ensuite, on verra les questions à la fin. D'accord. Donc l'hypnose, déjà, c'est une notion qui est connue de tout le monde, je pense, de plus ou moins loin. On a peut-être déjà tous des a priori sur l'hypnose. On a peut-être des idées reçues. Donc là, on va surtout aborder l'hypnose thérapeutique. Donc il y a l'hypnose de spectacle, il y a aussi l'hypnose thérapeutique. Donc on va s'intéresser surtout à l'hypnose thérapeutique aujourd'hui. Donc qu'est-ce que l'hypnose déjà?
L'hypnose, en fait, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est vraiment un moment où on va être dans un état de relaxation assez profond. Et on ne dort pas en hypnose, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est simplement en veille, si on peut dire. Et on peut accéder à ce qu'on appelle l'inconscient, qu'on va voir tout à l'heure, ce concept très intéressant de l'inconscient. Donc, c'est une sorte de voyage dans notre imaginaire, l'hypnose. Et au niveau étymologie, ça vient du grec hypnos, qui était le dieu du sommeil. Donc, paradoxalement, puisque l'hypnose, ce n'est pas du sommeil, mais voilà pourquoi on l'appelle ainsi aujourd'hui. Donc, l'hypnose, ça peut être un état, et ça peut être aussi une technique, comme on va le voir, hein. D'accord. Donc, la définition un peu plus concrète issue des neurosciences. Donc, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui implique un état attentionnel très élevé. C'est-à-dire qu'en fait, pour entrer en hypnose, on va se concentrer sur quelque chose en particulier. Donc, ça peut être un point, ça peut être un son, une sensation. Et en tout cas, voilà, on a une attention, un état attentionnel très élevé qui permet d'accéder à notre inconscient et surtout à cet état modifié de conscience. Durant cet état modifié de conscience, tous les éléments périphériques vont être justement différents. Donc, tout va être plus flou autour. On va vraiment se concentrer sur soi et sur la chose sur laquelle on se concentre à l'instant T. Et on remarque aussi qu'en hypnose, on a une réponse, une capacité plutôt à produire des réponses aux suggestions. Donc, par exemple, si lorsqu'on est en état d'hypnose, je suggère que les paupières s'alourdissent, donc on va vraiment avoir la sensation que les paupières vont s'alourdir. Donc, c'est vraiment caractéristique de l'état d'hypnose. Donc, les réponses aux suggestions, mais il y a aussi des phénomènes hypnotiques. Donc, par exemple, un phénomène hypnotique, ça peut être ce qu'on retrouve en hypnose de spectacle aussi, hein. Par exemple, quand on est en état d'hypnose, on va pouvoir demander à la personne d'imaginer, ou plutôt suggérer à la personne que son bras est de plus en plus léger. Et on va pouvoir remarquer que la personne va avoir son bras qui monte de plus en plus haut. Pas forcément de manière volontaire. Donc c'est assez comment dire, un état assez spécial, puisque du coup, c'est ce qu'on appelle la perte de l'agentivité, du sentiment d'agentivité, qui est c'est le fait d'avoir le sentiment d'être l'auteur de ces gestes, en fait. Donc là, dans ce cas-là, on a le bras qui monte, on a l'impression que ce n'est pas nous, alors que finalement, c'est nous, mais inconsciemment. Donc voilà pour les petites définitions de l'hypnose, en fait, en neurosciences, et la définition de base. Donc si vous avez des questions par rapport à ces définitions, vous pouvez les poser dans le chat. Donc on a vu que l'inconscient, c'était vraiment un concept qui était très intéressant en hypnose, puisque justement, quand on est dans cet état, on va aller accéder à cet inconscient. Donc l'inconscient, c'est un concept assez abstrait finalement. Ce n'est pas une partie du cerveau. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un vaste réservoir de ressources potentielles qu'on n'a pas encore suffisamment exploité. Donc soit parce qu'on a des blocages, ou soit parce qu'on n'a pas appris à le faire. Donc ce réservoir, il se remplit à 80%. Donc c'est une estimation, hein, entre 3 mois avant la naissance et 12 ans. Donc même dans le ventre de la maman, on capte des émotions, on capte des choses qui commencent à remplir notre inconscient, si on peut dire. Et l'inconscient, il se remplit grâce à nos 5 sens, à travers ces 5 sens tout au long de notre vie. Et on dit souvent que l'inconscient représente 90% du fonctionnement de notre cerveau. Et on a souvent entendu dire aussi qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un neuromythe, puisque ce n'est pas forcément une vérité, puisque si on n'utilisait que 10% de notre cerveau, on serait en état végétatif. Donc là, en fait, c'est simplement qu'on a conscience simplement de 10% de l'utilisation de notre cerveau. Tout le reste est géré par l'inconscient, sans qu'on le veuille directement. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un TOC, par exemple, je ne sais pas, un TOC de propreté qui se lave les mains plusieurs fois par jour, ça va être un comportement automatique qui vient de l'inconscient. Donc voilà, pour l'inconscient, si vous avez des questions également, vous pourrez les poser dans le chat. Et on peut voir sur la petite image à droite que c'est comme un iceberg. En fait, la partie qu'on ne voit pas, c'est la partie la plus importante, la plus conséquente finalement, sur laquelle on peut se pencher justement en hypnose. Et quand on rêve, par exemple, c'est notre inconscient qui nous parle finalement, qui nous envoie des messages. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en hypnose, donc que ce soit en auto-hypnose ou quand le thérapeute justement nous met dans cet état d'hypnose, on va pouvoir, à l'inverse, communiquer avec son inconscient. Donc, du coup, ça veut dire qu'une séance d'hypnose est plutôt focalisée sur l'inconscient. Tout à fait. Donc, en hypnose, on va vraiment être dans cet état modifié de conscience
où on va pouvoir justement aller modifier des choses au niveau inconscient et déclencher des changements. Donc, on va pouvoir, par exemple, supprimer une addiction, par exemple au tabac, donc diminuer l'attrait pour un aliment problématique, par exemple. On va pouvoir vraiment agir sur l'inconscient. Et c'est un peu comme un ordinateur avec des programmes qui sont installés à l'intérieur, qu'on va pouvoir désinstaller, réinstaller. Et le conscient, c'est plus la partie matérielle, en fait. Donc la souris, le clavier, enfin, tout ce qui est le processeur, etc. Donc il y a différentes techniques qu'on peut utiliser en hypnose. Donc l'hypnose thérapeutique, c'est ce qu'on peut appeler un état, enfin, l'hypnothérapeute va permettre à la personne d'accéder à un état intérieur de dissociation qui permet, le thérapeute, il permet, grâce à son savoir-être et son savoir-faire, de faire bouger l'inconscient et de guider la personne vers le changement. Donc l'état de dissociation, c'est un peu comme si on disait que le corps était ici et l'esprit était ailleurs. Donc notre corps est ici, mais on part dans nos pensées, dans notre imaginaire. Et en hypnose, on entend tout ce qui se passe. C'est simplement qu'on est au niveau musculaire, on est comme dans le sommeil. On a une atonie musculaire, c'est-à-dire que le corps est relâché. Et par contre, le cerveau est en activité. Donc on va quand même avoir le cerveau qui est actif. Hein. D'accord. Du coup, on a une question concernant la définition de l'hypnose. On nous demande qu'est-ce Oui. que l'hypnose ericksonienne? En quoi cela consiste et qu'est-ce que c'est différent de l'hypnose qui peut être, on va dire, traditionnelle? Alors déjà, l'hypnose thérapeutique, donc on peut comment dire, la confronter à l'hypnose de spectacle, puisque le but n'est pas le même en fait. Et en hypnose thérapeutique, le but c'est d'aider les personnes. En hypnose de spectacle, c'est pour divertir. Et en fait, l'hypnose ericksonienne, c'est simplement un courant de l'hypnose thérapeutique qui a été créé par Milton Erickson, qui est né en 1901. En 1918, à l'âge de 17 ans, il est tombé malade en fait. Et il a réussi à survivre en faisant de l'auto-hypnose, justement, en se focalisant sur l'extérieur et pas sur ses douleurs. Et il a même réussi à remarcher alors qu'il était paralysé grâce à la visualisation positive. Et en fait, il a donné son nom à une technique, enfin un courant de l'hypnose thérapeutique, qui se veut être un courant avec des suggestions permissives et indirectes. C'est l'inverse de l'hypnose de spectacle où on va dire à la personne fermez les yeux. Lui, il va plutôt dire choisissez de fermer les yeux maintenant ou dans un instant. En fait, c'est beaucoup plus permissif. C'est simplement la différence. D'accord. Bah, j'espère que vous avez bien répondu à la question. Si vous avez d'autres questions sur l'hypnose ericksonienne, n'hésitez pas. Je vous laisse continuer pour la suite. Ouais, très bien. Donc l'hypnose, ce n'est pas dormir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas non plus une perte de contrôle, puisqu'on choisit ou non d'accepter les suggestions. Ce n'est pas du spectacle, puisque ce n'est pas fait pour divertir, c'est fait pour aider. Et ce n'est pas non plus de la magie, puisque l'hypnose, c'est une technique qui est employée par un hypnothérapeute qui a un savoir-faire et un savoir-être, simplement. Donc c'est pour qui? Donc pour toutes les personnes à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, parce que avant 6 ans, c'est plus difficile pour les enfants d'arriver à se concentrer assez pour entrer dans cet état d'hypnose. Mais par contre, pour les enfants de 6 ans, c'est très intéressant puisqu'ils sont très imaginatifs et ils vont pouvoir aller dans leur imaginaire et c'est vraiment comme un jeu. Donc, comme je l'ai dit, c'est un hypnothérapeute qui emploie son savoir-faire et son savoir-être pour accéder à l'inconscient de la personne qui contient toutes les ressources, toutes les émotions, tout ce qu'on peut y retrouver pour justement générer des changements et atteindre des objectifs. Première technique qu'on utilise beaucoup en hypnose thérapeutique, donc c'est la métaphore. J'ai choisi de vous présenter la métaphore de la montgolfière. Donc, par exemple, je vais pouvoir demander à une personne, ça on peut le faire aussi, bien sûr, en tant que sportif, hein, on va pouvoir imaginer, par exemple, quelqu'un qui subit un stress négatif, qui est très sensible au stress négatif, par exemple, avant les compétitions. On va pouvoir lui demander d'imaginer, ou la personne en auto-hypnose va pouvoir s'imaginer avec un sac à dos très lourd, par exemple, sur son dos, dans une montgolfière, donc en train de voyager. Et dans ce sac à dos très lourd, il y a tout le stress négatif, les émotions négatives, toutes les choses négatives dont la personne veut se débarrasser finalement. Et elle va pouvoir s'imaginer jeter toutes ces choses par-dessus la montgolfière, par-dessus bas, pour se libérer. Et la montgolfière va monter de plus en plus haut, signe que justement on se sent de plus en plus détendu et relaxé. Donc c'est vraiment une métaphore qu'on peut utiliser pour diverses choses. Hein. Ça peut être pour l'addiction au tabac. On va pouvoir s'imaginer qu'on se sépare de son addiction, de ses cigarettes, de son briquet, de toute son addiction. Et par exemple, qu'ensuite on est libéré de cette justement addiction. Donc c'est vraiment une suggestion, la métaphore, pour ancrer dans l'inconscient qu'on s'est délivré du tabac ou du stress négatif.
D'accord. Je profite juste pour répondre à une question Oui, rapidement. Donc, pour répondre à une question, bien évidemment, on vous enverra le replay et on mettra en plus, grâce à l'autorisation de Régis, donc on vous enverra aussi le support de présentation. Régis nous l'envoie gentiment, donc il vous sera aussi envoyé dans le mail que vous allez recevoir demain matin avec le replay et le support de présentation. Et une petite dernière chose, une petite surprise attend toutes les personnes qui sont avec nous en direct. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir le petit cadeau que Régis vous fait, mais pour uniquement les personnes qui sont présentes en direct. Et on a une autre question pour vous, Régis. Donc, certains ouais. praticiens parlent de stimulation alternative. Et donc, est-ce que les stimulations alternatives font aussi partie du domaine de l'hypnose? Oui, on peut les utiliser, oui, notamment en hypnose, hein. Donc, c'est vraiment des techniques qui peuvent être utilisées en hypnose, et je pense même dans tous les courants de l'hypnose, pas forcément l'hypnose ericksonienne. D'accord, merci à vous. Ensuite, il y a la dissociation, qui est une technique aussi. De toute façon, quand on entre en hypnose, on est forcément dissocié dans cet état d'hypnose, hein. C'est-à-dire que le corps est ici et l'esprit est ailleurs. Mais aussi, il y a une différence par rapport à la dissociation, c'est qu'on peut être aussi, en visualisation positive notamment, on peut être associé ou dissocié. C'est-à-dire qu'on peut être acteur de l'expérience. Par exemple, je visualise ma future course, ma future compétition. Je peux visualiser mon double en fait, en train de courir ou de participer à la compétition, ou je peux aussi imaginer que c'est moi qui suis en train de participer. Donc là, je suis acteur, je suis associé. Et si j'imagine mon double, je suis dissocié. Donc c'est vraiment des techniques qui sont intéressantes puisqu'on va pouvoir, par exemple, imaginer son double idéal. Je ne sais pas, par exemple, qui court aussi vite qu'Usain Bolt, par exemple. Et on va pouvoir ensuite imaginer qu'il est en pleine confiance, qu'il réussit sa course, qu'il gagne même la course, que tout se passe bien. Et ensuite, on va pouvoir fusionner avec ce double et devenir cette fois-ci associé, c'est-à-dire acteur de l'événement, avec toutes les qualités de notre double idéal en fait. Donc, c'est vraiment des techniques très utilisées en préparation mentale. D'accord. Et ça permet aussi la dissociation, par exemple, pour une phobie, de pouvoir vivre une situation en spectateur, donc avec du recul. Par exemple, si j'ai peur d'une araignée, je vais pouvoir m'imaginer mon double idéal au contact de l'araignée en hypnose avant de m'imaginer moi au contact de l'araignée, par exemple. Justement, la visualisation positive, qui est une capacité mentale à se représenter un objet, un son, une situation, une émotion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on imagine un moment agréable, par exemple, on va déclencher les mêmes effets physiologiques que la réalité. Par exemple, je me remémore un moment du passé où j'étais très heureux ou en pleine confiance. Mais je vais vraiment me sentir heureux, je vais avoir envie de sourire rien qu'en imaginant ce moment, en visualisant ce moment. Donc, on peut s'en servir aussi pour favoriser la guérison ou se préparer mentalement à un événement à venir. Favoriser la guérison dans le sens où, par exemple, pour les sportifs, c'est intéressant, on parle de prépa mentale, mais on peut aussi travailler sur les blessures pour les sportifs avec l'hypnose, puisqu'on va pouvoir, par exemple, si j'ai une tendinite au tendon d'Achille, je vais pouvoir visualiser mon tendon comme un câble, par exemple, qui est tout effiloché, tout abîmé. Et la visualisation positive va permettre d'imaginer ce câble qui se répare. En fait, je peux faire passer un liquide bleu ou je sais pas, une lumière bleue dans mon tendon. Et du coup, ce qui fait que je vais favoriser la guérison en imaginant que mon tendon se guérit. Bon, bien sûr, ça ne va pas permettre de guérir vraiment s'il y a une lésion ou s'il y a une inflammation, mais ça va favoriser la gestion de la douleur et on va surtout diminuer la part émotionnelle de la douleur. C'est-à-dire, on va moins ressentir la douleur qu'en temps normal. Ce qui peut être très pratique. Tout à fait. Pour les sportifs et pas que, bien sûr. Les ancrages. Donc, un ancrage, en fait, c'est une technique qui peut être utilisée aussi en hypnose et en préparation mentale. On va le voir à la fin. Un ancrage, c'est un mécanisme naturel qui se crée soit naturellement, soit volontairement. Par exemple, un ancrage, ça peut être, par exemple, je goûte un plat, je mange un plat qui me rappelle un plat que me faisait ma grand-mère, par exemple. Et ça va me faire revenir à ce moment-là, à cette émotion-là. Par exemple, ça peut être aussi, je vois le feu rouge, je m'arrête. Donc, c'est un ancrage. Donc, en fait, un ancrage, c'est l'association entre un geste, par exemple, et une sensation, ou une émotion. Par exemple, si je m'imagine en pleine confiance, par exemple, que je suis en train de réussir ma course, que je suis en train de gagner ma course, que je suis en pleine confiance, je vais en même temps, par exemple, serrer le poing. Donc, je vis ces émotions. Et à chaque fois que je serrerai le poing
en état ordinaire de conscience, en dehors de l'hypnose, je vais pouvoir retrouver cet état de confiance. Donc un ancrage, ça peut être créé volontairement en hypnose et on peut l'utiliser après pendant l'effort. Donc quand je commence à être un peu moins en confiance, je serre le poing, je me concentre et j'essaye de retrouver cet état de confiance et je génère cet état, ce qu'on appelle un état de ressource. Donc, c'est vraiment un moyen d'utiliser les techniques qu'on pourrait avoir pendant une séance quand on est tout seul pendant une séance de sport, par exemple. C'est ça, tout à fait. Donc, on crée cet ancrage pendant la séance d'hypnose et on peut réactiver cet ancrage en dehors de l'hypnose pendant la séance de sport, effectivement. Une dernière technique, ce n'est pas vraiment une technique à part entière, c'est vraiment, je voulais vous en parler, une petite parenthèse, c'est des croyances limitantes qui sont très importantes aussi dans le sport. Une croyance limitante, c'est une conviction profonde dont on ne douterait pas un instant, c'est un ça va de soi, comme on dit, et on a l'impression que c'est vraiment une réalité, alors que c'est vraiment une croyance qu'on a créée en fait de toutes pièces à travers notre vécu. Donc elles sont très puissantes et elles façonnent ce qu'on appelle la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est notre carte de la réalité en fait. On a tous notre carte du monde, notre vision, notre perception de la réalité. Donc en fait, une croyance, ça peut être c'est différent d'un fait, en fait, finalement. Donc, par exemple, la Terre est ronde, c'est un fait, jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, si je dis je n'ai pas le droit à l'erreur, par exemple, là, c'est plus une croyance limitante. Puisque du coup, on a tous le droit à l'erreur, puisque l'erreur est humaine. Et c'est vrai que le fait de se dire ça, on se met souvent une pression. Et c'est un peu une croyance limitante, finalement. Au même titre que pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Donc ça, pas forcément, on n'est pas obligé de dire oui à tout pour être aimé. Et une croyance qu'on peut avoir en sport, ça peut être par exemple, pour quelqu'un qui fait de l'athlétisme, ça peut être de se dire je suis nul au sprint, je ne suis pas rapide. Ce qui fait qu'à force de se dire ça, à la fin des compétitions, on va se mettre en position de faiblesse et on va avoir du mal à tirer son épingle du jeu sur des sprints, par exemple. On va chercher à s'extraire plutôt d'un peloton, par exemple, quitte à se fatiguer plus vite et trop tôt, parce qu'on n'a pas confiance en ses capacités. Donc, on peut transformer une croyance limitante en croyance aidante. Par exemple, pour un chef d'entreprise, j'ai pris un exemple, le contexte économique est si difficile qu'il est extrêmement difficile de tirer son épingle du jeu. Donc, si on se dit ça, ça va être difficile, justement, de tirer son épingle du jeu et d'arriver à s'en sortir dans ce contexte économique. Alors que, justement, si on se dit, de nombreuses personnes réussissent dans ce contexte économique, ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus positif. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de réussir à trouver ces croyances limitantes pour les transformer en croyances aidantes. D'accord. Et donc, du coup, en transformant ces croyances limitantes en croyances aidantes, on va pouvoir petit à petit se motiver et transformer le négatif en positif. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Exactement. Et on va pouvoir surtout supprimer des blocages et supprimer des barrières qu'on peut avoir. D'accord. Donc, encore une dernière technique par rapport à l'hypnose. Donc, c'est une technique qui n'est pas forcément liée directement à l'hypnose. Donc, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Pour moi, c'est un exercice très efficace puisque le rapport entre la facilité à le mettre en place et l'efficacité est très important et intéressant puisque justement, c'est un exercice de respiration qui permet de créer un équilibre au niveau du système nerveux. Donc, en fait, simplement en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes, donc soit 6 respirations par minute, donc pendant 5 minutes, on va pouvoir créer cet état de cohérence cardiaque qui permet de créer un apaisement, donc de gérer les émotions, de supprimer le stress négatif et vraiment de se recentrer. Donc avant une compétition, quand on est stressé, on va pouvoir faire cette respiration pendant 5 minutes et on va vraiment évacuer toutes les émotions négatives et tout le stress et on va pouvoir commencer la compétition serein et apaisé, justement. Donc c'est un exercice très simple à mettre en place. Donc il existe une application, même plusieurs applications qui permettent de faire l'exercice avec un guide, en fait, comme un ballon qui gonfle et qui dégonfle. Donc il gonfle à l'inspiration et dégonfle à l'expiration. Donc vous pouvez trouver des applications comme ça en tapant cohérence cardiaque sur vos smartphones, en fait, pour télécharger des applications. Et donc, du coup, on peut pratiquer J'ai aussi... pendant un état de stress pour justement se déstresser. Oui, c'est ça. On peut le faire la veille de la course ou de la compétition. On peut le faire aussi juste avant.
le matin. On peut le faire comme ça, mais aussi on peut le faire comme une routine quotidienne. Tous les matins au réveil, je fais ma cohérence cardiaque. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article sur la cohérence cardiaque assez complet sur mon blog, en fait, sur mon site internet. Donc, il y aura le lien à la fin pour ceux qui voudront le prendre. Du coup, on a fini la partie sur l'hypnose thérapeutique en général, donc on va faire un petit résumé. Donc en fait, c'est une technique, comme je l'ai dit, employée par un thérapeute qui a un savoir et non un pouvoir, ce n'est pas de la magie. À ce moment-là, l'hypnose, le conscient se met en veille pour voyager dans l'inconscient. Donc on va pouvoir utiliser des métaphores et différentes techniques, comme la visualisation positive. Et aussi, on va pouvoir créer des ancrages positifs et aussi supprimer des ancrages négatifs, au même titre que les croyances limitantes qu'on va pouvoir justement transformer en croyances aidantes. On va voir maintenant les champs d'application pour votre culture personnelle, en fait, vraiment pour savoir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose, pas forcément que pour la préparation mentale. Donc rapidement, en fait, on peut agir au niveau physique, au niveau du développement personnel et au niveau émotionnel, et au niveau comportemental. Donc par exemple, on peut travailler sur la gestion de la douleur, on peut travailler sur le stress, les émotions, on peut aussi travailler sur les addictions, donc les addictions au tabac, à l'alcool, aux jeux par exemple, aux écrans. On peut travailler aussi sur la récupération physique pour les sportifs et aussi sur la préparation mentale. Donc, il y a vraiment pas mal de champs d'application. Donc là, je n'ai pas tout mis, mais il y en a vraiment énormément. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'hypnose et c'est surtout une thérapie brève qui permet de générer des changements rapides et efficaces et surtout durables dans le temps. D'accord. Et en moyenne, par exemple, pour traiter, on va dire, une problématique, vous recommandez combien de séances? Ou c'est vraiment... Alors, en moyenne, en moyenne, c'est 6 séances, globalement. Hein. Ça peut être 2 séances, ça peut monter jusqu'à 8 pour des personnes qui ont énormément de... Enfin, si on a beaucoup de choses à voir, hein, beaucoup de problématiques à gérer. Mais du coup, en gros, oui, c'est ça, c'est 6 séances en moyenne, on D'accord. dit en général. Donc maintenant qu'on a abordé la partie sur l'hypnose thérapeutique, on va voir la préparation mentale. Donc on va voir que la préparation mentale des sportifs, justement, elle se base sur l'hypnose, mais pas que. L'hypnose peut servir de levier pour comment dire, renforcer des exercices de préparation mentale. Et ça peut être aussi une manière, enfin une technique pour travailler sur des aspects de la préparation mentale. Donc la performance sportive, elle se base sur 4 piliers. Donc il y a le physique. Donc physiquement, on s'entraîne souvent. Souvent, quand on est sportif, on s'entraîne physiquement. Parfois tactiquement et techniquement. Mais c'est un peu plus rare de s'entraîner mentalement. Par exemple, on a des plans d'entraînement, par exemple, pour travailler le physique, avec un planning en fait, par semaine. Mais on n'a pas souvent un planning pour travailler sur son mental. Et pourtant, c'est vraiment un pilier très important, puisque le mental représente une part importante dans la performance sportive. Et aujourd'hui, je le vois avec des sportifs que je suis, et des sportifs de tout niveau. Ça peut être des sportifs amateurs comme professionnels, et aussi des sportifs qui ne sont pas du tout compétiteurs. On se rend compte qu'on peut travailler vraiment sur ce levier-là et qu'on peut vraiment générer une progression. Des sportifs qui ne progressaient plus, qui stagnaient au niveau physique, en s'entraînant au niveau physique, vont pouvoir, en activant ce levier mental, justement, réussir à progresser. Donc, c'est vraiment un aspect très important. Et la préparation mentale, justement, permet d'optimiser ce 4e pilier qui est souvent négligé. D'accord. Donc, en préparation mentale, donc moi, la technique que j'utilise, elle est basée sur des outils issus de la psychologie du sport, en fait, et aussi de l'hypnose thérapeutique. Donc moi, j'ai recensé 10 territoires de la préparation mentale, c'est-à-dire 10 aspects, 10 leviers. Donc il y a d'abord la motivation. La motivation, c'est le premier aspect qui est vraiment très important. On va pouvoir augmenter le niveau de motivation grâce à un outil qui s'appelle l'outil motivationnel, qui va permettre d'augmenter des sentiments. En fait, dans le sport, on a parfois, je vais prendre le premier, le sentiment de progrès. Parfois, on est moins motivé parce qu'on a l'impression qu'on ne progresse plus, qu'on est en train de stagner. Donc le sentiment de progrès, il est très faible à ce moment-là. On va pouvoir aussi avoir le sentiment de compétence. On va avoir le sentiment qu'on n'a pas assez de compétences, justement, pour arriver à notre objectif. Donc il y a vraiment 7 sentiments sur lesquels on peut travailler pour atteindre ce qu'on appelle l'hypermotivation ou la motivation intrinsèque.
vraiment une motivation profonde. Le deuxième, c'est la fixation d'objectifs. Donc, on peut très bien se fixer un objectif. Par exemple, je veux finir mon premier marathon dans un an. Donc, ça, c'est un objectif. Par contre, ce n'est pas suffisant. L'objectif, il doit être difficile, mais atteignable. C'est-à-dire qu'il doit être assez difficile pour être motivant, mais il doit être aussi atteignable. Puisque s'il est trop difficile, on va pouvoir se décourager, puisqu'on va avoir du mal à l'atteindre. Il faut qu'il soit assez difficile aussi pour être motivant, puisque s'il est trop facile, on va l'atteindre rapidement et on ne va plus avoir cette motivation. Donc, l'important aussi, c'est que l'objectif il soit à court, moyen et long terme, puisque du coup, si on se fixe un objectif simplement à court terme, une fois qu'il sera passé, on ne va pas avoir d'objectif à moyen et long terme. Si on se fixe un objectif à long terme, on va pouvoir utiliser les objectifs à court et moyen terme pour atteindre cet objectif à long terme. Donc, c'est vraiment intéressant dans ce sens, puisque du coup, on va pouvoir, par exemple, si je me dis, je veux faire le marathon, finir mon premier marathon dans un an, finir mon deuxième marathon dans 2 ans et faire un Ironman, par exemple, dans 3 ans. Du coup, on va avoir des objectifs à court, moyen et long terme, mais par contre, on ne va pas avoir d'objectifs de moyens. Donc, il va falloir mettre aussi des objectifs de moyens. C'est-à-dire, par exemple, pour atteindre cet objectif d'atteindre mon premier marathon, enfin de finir mon premier marathon dans un an, peut-être que mon premier objectif de moyens, ça va être de faire du renforcement musculaire. Ça va peut-être être rajouter 2 séances de course à pied par semaine. Voilà, il y a plein de, ou même peut-être améliorer mon sommeil et mon hydratation. Il y a plein d'objectifs de moyens possibles. Le troisième territoire de la préparation mentale, donc ça va être les routines. On va voir que la routine est un levier important en préparation mentale, puisque ça va être une habitude qu'on va mettre en place pour favoriser la performance. Donc on va pouvoir, grâce à cette routine, agir sur le stress, la concentration, le discours interne négatif, les émotions et bien d'autres choses. Par exemple, un exemple de routine, le jour de la compétition, donc à l'échauffement par exemple, à partir du moment où je me serai mis en tenue, que je serai parti à l'échauffement, je me concentrerai uniquement sur ma respiration. Je pourrai aussi faire de la cohérence cardiaque. 2 minutes avant le départ, je vais pouvoir faire de la cohérence cardiaque et faire de la visualisation positive. Donc, c'est vraiment une routine qui va être faite pour éviter le stress négatif. Donc, la routine, en fait, elle est mise en place avec l'aide d'un préparateur mental, par exemple, qui va aider à cibler le moment où on veut mettre cette routine en place, pourquoi on veut la mettre en place, pourquoi faire, est-ce que c'est pour supprimer le stress négatif, est-ce que c'est pour rester concentré. Et ensuite, pendant la routine, on va même pouvoir faire un ancrage. À chaque fois que je vais serrer le poing, je vais uniquement faire, par exemple, la cohérence cardiaque et de la visualisation positive. C'est vraiment l'ancrage, ça va être le début de la routine. Donc, l'imagerie mentale, qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, c'est le 4e territoire de la préparation mentale qui va permettre d'optimiser la performance en activant les connexions neuronales en dehors de l'entraînement physique. Par exemple, je vais pouvoir m'imaginer en train de courir, alors je suis allongé sur mon canapé en auto-hypnose, m'imaginer le jour de la course pour pouvoir me préparer mentalement à réussir cette course. Donc l'image mentale, on y reviendra un peu plus à la fin parce qu'on va faire un focus sur cet aspect-là. D'accord. Le 5e, c'est le discours interne. Donc par exemple, pendant un effort physique, je vais peut-être avoir un moment où je vais me dire oulala, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, je n'arrive plus à respirer, j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce que je fais là, etc. Donc ça va être vraiment des phrases négatives qu'on va se dire, qui sont un discours interne négatif qu'on va pouvoir remplacer par un discours interne positif ou par une routine de performance, comme on l'a vu tout à l'heure. La confiance en soi, donc c'est un autre territoire de la préparation mentale. Parfois, on a peut-être un manque de confiance aux abords d'une compétition. On ne va pas avoir l'impression d'avoir toutes les capacités nécessaires pour atteindre son objectif. Et on va avoir des possibilités en hypnose d'améliorer sa confiance en soi. Donc, avec différentes techniques qu'on a vues tout à l'heure, comme par exemple l'imagerie ou la visualisation positive de confiance qui consiste à s'imaginer en train de réussir sa course, par exemple. On a aussi la concentration. Donc, la concentration, je dirais que c'est un tunnel dont on sort dès lors qu'on n'est plus dans le présent et qu'on n'est plus concentré sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, je suis en train de courir, je vais me concentrer sur le discours interne négatif au lieu de me concentrer sur mon effort, par exemple. Donc, la gestion du stress aussi, donc pour se débarrasser d'un stress négatif, avant la compétition, la veille ou le matin.
la gestion des émotions. Donc, on va apprendre à activer une émotion positive ou désactiver une émotion négative et aussi à canaliser ses émotions. Donc, toujours grâce à l'hypnose et ses techniques. Le dernier, le 10e territoire de la préparation mentale, c'est la gestion de l'énergie. Donc, on va optimiser son énergie. Donc, on parle ici d'énergie mentale. Donc, on va chercher ce qu'on appelle l'état de flow. Donc, l'état de flow, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. On a peut-être, en tant que sportif, tous été confrontés un jour à un moment où on a fait peut-être une compétition ou un entraînement ou un footing, je ne sais pas, et on était tellement bien que c'est passé super vite et on n'avait pas envie que ça se termine. En fait, on était tellement bien et concentré sur l'effort qu'on avait envie que ça continue. En fait. Et l'état de flow, c'est ça. On a plein d'énergie, on est positif, on a vraiment envie de continuer, on est bien à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on va rechercher aussi grâce à l'hypnose. On a une question. Donc, on a vu l'hypnose, pardon. Donc, on a une question. Quelqu'un nous demande si tout le monde est hypnotisable, même les plus sceptiques. C'est une très bonne question. Puisqu'en hypnose de spectacle, par exemple, on va avoir besoin d'avoir des sujets qui sont très réceptifs. Puisqu'en fait, on va prendre les personnes les plus réceptives dans la salle parce qu'on va les faire entrer en hypnose très rapidement. En hypnose thérapeutique, on va pouvoir permettre à tout le monde d'entrer en hypnose puisqu'on va prendre le temps. On va pas mettre 10 secondes pour mettre la personne en hypnose, on va mettre plusieurs minutes. Et même les personnes les plus sceptiques, du coup, et surtout les moins réceptives et qui ont du mal à lâcher prise, on va pouvoir les amener dans cet état plus facilement grâce à des techniques différentes. Mais en tout cas, il y a plusieurs notions. Il y a le fait que la personne soit sceptique, donc ça c'est une chose. Donc la personne qui est sceptique, elle va mettre plus de temps à entrer en hypnose, au même titre que la personne qui a du mal à lâcher prise et qui est plutôt contrôlante. Pour une personne qui a du mal à lâcher prise et qui est contrôlante, on a des techniques appropriées, mais pour une personne sceptique qui ne croit pas en l'hypnose, le travail de l'hypnothérapeute, ça va être de lui expliquer en quoi ça consiste et que c'est vraiment quelque chose aussi qui est très rationnel finalement et que ce n'est pas de la magie. Donc ça, c'est un premier travail qu'on peut faire dans ce cas-là. Mais en tout cas, tout le monde peut être hypnotisable. D'accord, je vous remercie. Très bien, parfait. Donc, on a vu les 10 territoires. Les 10 territoires, on peut les scinder en deux parties. Donc, on a vu les 4 premiers, l'outil motivationnel, la fixation d'objectifs, les routines et l'imagerie mentale. Ça, ce sont des leviers. C'est des exercices à part entière, des outils à part entière. Par contre, les 6 derniers, ce sont des axes de progrès ou des problématiques, si on peut les appeler ainsi. Discours interne négatif, confiance en soi, concentration, gestion du stress, gestion des émotions, gestion de l'énergie. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est que l'hypnose, elle est au service de la préparation mentale, dans le sens où on peut l'utiliser pour renforcer un levier. Par exemple, si je reviens en arrière, renforcer un levier, ça peut être renforcer la routine de performance, puisque du coup, on va pouvoir utiliser cet outil-là, justement, l'hypnose, pour renforcer cet aspect-là, cette routine de performance en incluant un ancrage et aussi en s'entraînant à faire la routine pendant l'auto-hypnose ou l'hypnose. Par exemple, si je reçois un sportif qui veut mettre en place une routine de concentration, pendant l'effort, il se déconcentre, il est sur son discours interne négatif au lieu d'être concentré sur son effort. Ben, du coup, on va pouvoir imaginer que pendant l'hypnose, qu'il est en train de faire sa routine et il va travailler sur sa routine mentalement avant de la mettre en place au niveau concret pendant la compétition. Donc, ça peut être aussi pour gérer une problématique à part entière, comme je l'ai vu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça peut être pour travailler sur le discours interne, pour travailler sur la confiance, la concentration, le stress, les émotions et l'énergie. Ça peut être aussi pour actionner un levier. Pour faire de l'imagerie mentale, pour actionner ce levier de l'imagerie mentale ou de visualisation positive, on peut l'appeler aussi des deux manières, il vaut mieux être en hypnose, puisque si on le fait comme ça en fermant les yeux, ça va être beaucoup moins impactant que si on le fait en hypnose. Donc l'hypnose au service de la préparation mentale, donc dans le sens où, justement, comme je viens de le dire, on va pouvoir vraiment l'utiliser comme technique à part entière, mais pour renforcer des outils de la préparation mentale qui sont plus concrets et plus issus de la psychologie, qui sont moins à faire au niveau inconscient à la base. Donc, on va se focaliser sur l'imagerie mentale maintenant. L'imagerie mentale, ça repose sur le fait que les connexions neuronales au niveau du cerveau sont quasiment les mêmes, que la scène soit réelle ou imaginée.
Par exemple, je suis un sportif qui fait du tir à l'arc, par exemple. Je suis blessé, j'ai une tendinite à mon bras. Je vais continuer à m'entraîner mentalement en imaginant tirer à l'arc, en auto-hypnose, par exemple, ou en hypnose. Et en m'imaginant tirer à l'arc, je vais activer les mêmes connexions neuronales que si je tirais réellement à l'arc. C'est-à-dire qu'une fois que je serai plus blessé, j'aurai suffisamment entraîné mon cerveau pour pouvoir être prêt à retirer à l'arc au niveau réel, en fait. Donc, ça va vraiment être un outil important pour mieux revenir après une blessure. Donc, on parle aussi de 4 types d'imagerie. L'imagerie de confiance, pour accroître sa confiance en soi. Donc, j'imagine ma compétition réussie la veille de la course, par exemple, ou une semaine avant. Donc, je m'imagine que je regarde mon double idéal en train de courir, que tout se passe bien, qu'il gagne la course. Ensuite, je m'imagine que je fusionne avec lui, que je suis cette fois-ci acteur de cette course et que je réussis la course et que je gagne la course. Donc ça, en faisant ça, on va vraiment favoriser la confiance en soi pour être prêt le jour J. On va pouvoir faire une imagerie de relaxation également, dans le sens où on va favoriser la relaxation et la détente et l'apaisement. Par exemple, je m'imagine allongé sur une île déserte, seul, sans contrainte, sans stress, totalement apaisé et détendu. Donc ça va vraiment m'aider à évacuer le stress. Imagerie de réussite, ça rejoint un peu l'imagerie de confiance. Je vais m'imaginer réussir l'épreuve, réussir le chrono que je voulais faire, réussir à faire la distance que je voulais faire à l'entraînement pour la première fois. Il y a plein de possibilités. Et la dernière imagerie qui va nous intéresser, sur laquelle je vais faire un petit focus, c'est l'imagerie technique. Ça, c'est de l'imagerie motrice. C'est-à-dire, c'est comme je disais avec la personne qui tire à l'arc, c'est vraiment s'imaginer faire un geste pour progresser plus vite ou pour revenir plus vite après une blessure. Donc voilà les 4 types d'imagerie. J'espère que c'est bon pour vous, pour ces 4 types d'imagerie. Vous pouvez poser des questions en tout cas dans le chat. Tout à fait, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Le chat est ouvert et on y répond petit à petit. Très bien. Donc, on va voir les caractéristiques d'une bonne visualisation. Il ne s'agit pas d'imaginer quelque chose vraiment comme ça à la volée, par exemple. Si je veux m'imaginer, je ne sais pas, par exemple, en train de tirer à l'arc, par exemple, il y a la notion de contrôle qui va être importante. Je dois être capable, pendant l'imagerie, pendant que je m'imagine tirer à l'arc, de pouvoir modifier ou manipuler les images. Je peux m'imaginer, par exemple, imaginer la vitesse du geste, en fait, par exemple. Il faut aussi qu'il y ait une vivacité. Après, le contrôle, c'est la vivacité, c'est-à-dire qu'il faut que les images soient nettes, précises et rigoureuses. Vraiment que ça soit fidèle à la réalité. Ça rejoint l'exactitude, fidèle à la réalité. Différence imagerie versus imaginaire. L'imagerie, ce n'est pas de l'imaginaire, c'est vraiment imaginer quelque chose de réel, en fait, finalement. La temporalité, c'est aussi la vitesse. Ça, c'est important, la temporalité, puisque du coup, je vais essayer de me rapprocher au maximum de la vitesse réelle. C'est ce qu'on appelle la chronométrie mentale. C'est-à-dire que je vais m'imaginer tirer à l'arc. Je ne vais pas m'imaginer en train de tirer à l'arc en faisant un geste rapide en même pas une seconde. Je vais m'imaginer vraiment faire le geste armé, à peu près dans le même temps que ce que je fais d'habitude, et puis relâcher. Donc, dans le même temps que ce que je fais d'habitude. Donc, c'est vraiment très important que ça soit précis. Et comme je disais avant, tout à l'heure, on peut le faire en tant qu'acteur ou en tant que spectateur. Donc, du coup, la visualisation, c'est une sorte d'auto-hypnose. On peut le faire aussi de manière autonome. On n'est pas obligé d'être en consultation avec vous. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Donc, en fait, l'imagerie, on va pouvoir la travailler en consultation sur une séance de prépa mentale. Mais le but, après, c'est pour moi, de rendre le sportif autonome aussi dans sa pratique en faisant l'auto-hypnose chez lui pour pouvoir faire la visualisation positive ou l'imagerie. C'est ça qui est important. D'accord. Du coup, par rapport à l'imagerie motrice, pour vous montrer rapidement un exemple, pour montrer l'efficacité de l'imagerie motrice, par exemple, on a pris des pianistes. Donc, les pianistes, en fait, il y avait 3 groupes de pianistes. C'est une étude qui a été faite en neurosciences. Il y avait 3 groupes de pianistes. Le premier, ils avaient réellement une partition à apprendre, en fait. Donc, ils jouaient réellement la partition sur un piano. Le deuxième groupe, ils travaillaient en imagerie mentale. Donc, par exemple, en auto-hypnose, en train de jouer la partition. Le troisième groupe, il n'a pas travaillé du tout. Au bout de 15 jours, on s'est aperçu que le premier groupe était plus performant
Mais au bout de 3 heures de pratique seulement, on s'est aperçu que le second groupe avait rattrapé tout son retard et était devenu plus performant, puisqu'ils s'étaient entraînés des heures mentalement. Et ils avaient réussi à rattraper le retard parce qu'ils avaient activé les connexions neuronales comme s'ils étaient en train de jouer du piano. Car les connexions neuronales avaient déjà été effectuées en imagerie motrice. Donc ça, c'est un petit exemple pour vous montrer la puissance de l'imagerie motrice. Donc après, vous allez certainement le mettre dans le chat pour ceux qui sont intéressés sur l'imagerie, mais par rapport au sport que vous faites, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place de ce côté-là. Donc si vous avez des questions sur l'imagerie par rapport à votre sport, vous pouvez les poser et j'y répondrai tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis un petit exercice que vous pourrez faire. Vous pourrez récupérer le support, du coup, et vous pourrez réutiliser cet exercice pour vous entraîner aussi de votre côté, pour vous amuser. Donc en fait, c'est l'imagerie mentale de confiance, de relaxation et de réussite. Elle se décline en 5 points. Donc, c'est-à-dire, j'identifie une situation vécue contenant l'état émotionnel recherché. Donc, par exemple, je recherche la confiance, je m'imagine en train de réussir ma course. En 2, je visualise la situation et je revis l'état recherché. Ensuite, j'ancre l'état recherché, c'est-à-dire que pendant que je vis cet état de confiance, je vais pouvoir me faire un geste, serrer le poing. Et ensuite, je vais pouvoir m'entraîner à le faire tous les jours, en réalité. Donc là, je suis en train de courir, je vais resserrer le poing pour me retrouver dans cet état de confiance. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je vais pouvoir aussi travailler ça régulièrement pour pouvoir justement le faire le jour de la course et m'entraîner aussi le jour de la course à le faire pour gagner en confiance. Deuxième exercice, c'est par rapport à l'imagerie mentale, l'imagerie motrice, l'imagerie technique. Donc là, je visualise le contexte, par exemple, pour un tennisman sur le court de tennis, par exemple, en train de faire des coups droits ou des revers. Je visualise très clairement le geste parfait que je souhaite apprendre et perfectionner. Je respecte toutes les règles de la visualisation, que ce soit net et précis, que ce soit dans le bon timing, etc. Je visualise de nombreuses fois ces scènes, en fait, jusqu'à que l'entraînement neuronal se fasse et que je m'entraîne de ce côté-là, au niveau neuronal. Donc, s'entraîner réellement ensuite, en 4, et non plus dans sa tête, à effectuer le geste. Et comme pour les pianistes, on va être plus performant après s'être entraîné mentalement. Donc, voilà les petits exercices pour que vous voyez concrètement comment on met en place des imageries mentales, hein, dont l'imagerie technique. D'ailleurs, on a une question concernant l'imagerie mentale. Est-ce que donc du coup, pour une course à pied, est-ce que l'imagerie mentale peut nous aider donc une question concernant la difficulté à gérer les montées? Oui, par exemple, on peut travailler en imagerie mentale, par exemple, sur notamment une imagerie de confiance ou une imagerie motrice aussi. Hein. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, on va s'entraîner quelques semaines avant la compétition en auto-hypnose à faire de l'imagerie mentale pour s'imaginer en train de monter la côte de la meilleure manière possible, que les montées se passent bien et que du coup, on ait une gestuelle assez intéressante, par exemple, s'imaginer en train de lever la tête, regarder au loin, tirer sur les bras, etc. Et aussi s'imaginer qu'on a réussi à aborder ces montées de la meilleure manière. Et là, on parle aussi de croyances limitantes, puisque du coup, parfois, on se dit je suis nul en montée ou je suis nul en descente, etc. Et là, on va pouvoir casser ces croyances limitantes en s'imaginant aussi qu'on est performant dans les montées. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, la conclusion. Donc, pour conclure, en fait, l'hypnose, c'est vraiment une technique, comme on l'a vu, qui permet d'accéder à l'inconscient pour générer des changements rapides, durables et efficaces. La préparation mentale, elle repose sur un ensemble d'outils concrets et efficaces. Et comme on l'a vu, l'hypnose, c'est à la fois une technique à part entière pour travailler mentalement, mais c'est aussi un levier permettant d'actionner certains outils de préparation mentale. Donc, en tant que sportif, on va, quel que soit son niveau d'ailleurs, hein, qu'on soit compétiteur ou pas, on va pouvoir entraîner son mental et ainsi s'améliorer dans sa pratique. Donc, on a vu différents outils donc, qui peuvent permettre justement d'améliorer son mental et d'actionner ce quatrième levier, après le physique, la tactique et la technique, le mental qui permet de générer une progression quand on commence à stagner ou qu'on ne sait plus comment faire pour progresser.
Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc, du coup, j'invite toutes les personnes qui nous regardent en direct à poser toutes les questions qui leur traversent l'esprit. Donc, sur une pratique sportive, sur comment actionner le levier du mental. Mais en réalité, si vous avez d'autres questions sur l'hypnose en elle-même ou sur une problématique qui peut être, si vous posez la question si l'hypnose peut aider, ben vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question du coup pour vous. Est-ce que toutes les techniques que vous nous avez données, on peut aussi les utiliser dans le cadre quotidien en dehors du sport? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, notamment les techniques qu'on a vues dans la première partie, tout ce qui est visualisation, tout ce qui est dissociation, etc., ancrage, on peut l'utiliser dans tous les domaines, pas forcément que le sport. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, après, pour la préparation mentale, on va simplement inclure des outils comme les routines, l'outil motivationnel, l'imagerie mentale, etc. Mais l'imagerie mentale, elle peut être aussi utilisée pour quelqu'un qui passe un examen oral, par exemple, et qui va avoir besoin de se préparer mentalement pour se visualiser en train de parler devant une centaine de personnes et que tout se passe bien, et en mettant en place aussi un ancrage. Donc voilà, c'est vraiment valable pour tous les types de problématiques et tous les aspects. Du coup, la première question, donc, on nous demande s'il y a des techniques donc, en hypnose qui pourraient aider à calmer les enfants agités qui n'arrivent pas à rester en place. Oui, tout à fait. Donc il y en a beaucoup, hein, mais notamment quand je reçois des enfants, on commence toujours par faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, mais pas forcément la cohérence cardiaque comme on l'a vu tout à l'heure, en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes. C'est ce qu'on appelle des respiroutines. Ce sont des routines de respiration. Des routines de respiration qui permettent de respirer de cette manière-là, mais sous forme de jeu. Sous forme de jeu, par exemple, je vais demander à l'enfant qui s'imagine, par exemple, sur un bateau, donc il y a un orage, par exemple, il y a des grandes vagues qui arrivent, et l'enfant va devoir, par exemple, inspirer et expirer longuement, vraiment, jusqu'à calmer les vagues qui arrivent vers lui. Donc ça va vraiment être une respiroutine pour gérer les émotions. Mais après, pour les enfants, il y a vraiment d'autres techniques. Cette technique de respiration est la plus autonome, si je peux dire, pour le faire de votre côté. Mais après, les séances en cabinet pour les enfants sont intéressantes pour justement ancrer au niveau inconscient cette gestion des émotions, cette gestion du stress ou justement cet apaisement pour ne pas avoir à toujours retravailler dessus. Du coup, j'en profite pour rappeler le temps que les questions arrivent, que bien sûr, le webinaire, le replay vous sera envoyé donc, dès demain matin avec donc, le replay de la vidéo, le support de présentation. Et donc, du coup, je vais vous parler donc, du petit cadeau que fait Régis, donc, pour uniquement toutes les personnes qui sont présentes en direct avec nous. Donc, je tiens vraiment à préciser, ce sont uniquement pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont en direct avec nous. Régis vous offre 10% de remise si vous prenez rendez-vous avec lui. Donc, bien sûr, quand vous recevrez le replay demain, il y aura un lien de redirection vers sa fiche praticien. Donc, si vous aviez envie de prendre rendez-vous avec Régis, qui consulte à Nantes, mais aussi à distance, donc où que vous soyez en France, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, il vous offre 10% de réduction sur votre première séance. Donc, pour les personnes qui nous regardent en direct, vous allez recevoir un mail spécifique demain matin qui vous expliquera comment prendre rendez-vous pour bénéficier de cette remise. Donc vraiment, je tiens vraiment à remercier Régis pour ce petit cadeau et qui va peut-être permettre à toutes les personnes qui nous regardent de tester l'hypnose ou pourquoi pas de continuer un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Donc on va reprendre les questions. Du coup, on a une question et on nous demande si les techniques doivent être réalisées régulièrement. Donc, par exemple, pour une préparation à un examen, est-ce qu'il faut refaire les exercices d'imagerie mentale un peu tous les jours ou une séance, ça peut suffire, ou vraiment la régularité peut être un atout? Alors, si c'est pour un seul événement, l'important, c'est de le faire au moins une fois. Par contre, à chaque fois qu'il y aura un événement, si besoin, il faudra le refaire avant cet événement. Parce que chaque événement est particulier et on va pouvoir imaginer cet événement en particulier. C'est ça qui est important. Dans la visualisation positive, on va imaginer l'événement en particulier. Et si c'est pour un seul événement ponctuel, l'idée, c'est de le faire plusieurs fois, puisque du coup, plus on va le faire, plus ça va être efficace. Une fois, c'est bien, et plusieurs fois, ça va être encore mieux. D'accord. Écoutez, si vous avez d'autres questions, je vais laisser encore 2-3 minutes si vous avez des questions de dernière minute. Mais je vais remercier donc déjà Régis pour toutes les informations que vous nous avez données qui étaient très riches. Voilà, vous avez répondu vraiment
a beaucoup de questions et elle nous avait expliqué qu'est-ce que l'hypnose et comment ça peut aider le sportif, mais pas que, car ça peut aussi nous aider dans notre quotidien. Donc voilà, je tiens à rappeler que Régis est hypnothérapeute certifié Médoucine qui consulte à Nantes, mais aussi à distance. Et d'ailleurs, une question très importante qu'on vient de nous poser, est-ce que l'hypnose est aussi efficace en téléconsultation? Oui, tout à fait, parce que du coup, dans la mesure où on a un casque, par exemple, si la personne a un casque sur les oreilles, du coup, et elle s'isole du bruit, par exemple, qu'elle se met dans une pièce à part, et que la qualité vidéo est assez intéressante. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse qualité vidéo, mais simplement, je trouve que c'est aussi efficace puisque le son est vraiment dans les oreilles et du coup, on n'est pas perturbé par les bruits extérieurs et on est vraiment en immersion finalement dans l'expérience. Hein. Et la vidéo sert surtout pour moi, par exemple, j'ai besoin de voir la personne puisque du coup, je vais lui demander, par exemple, de faire un geste ou de m'indiquer que la personne m'entend, par exemple, ou que du coup, par exemple, si vous imaginez bien ce que je vous demande d'imaginer, par exemple, bouger un doigt, donc là, ça va être important. Mais vraiment, à distance, ça fonctionne bien. J'ai l'exemple d'un sportif que j'accompagne qui fait ses études aux États-Unis, un sportif de haut niveau, et on a fait régulièrement des séances de préparation mentale et d'hypnose à distance, et franchement, c'était très efficace. Très, pas de crainte de ce côté-là. Bah, c'est super et vraiment nous aussi on a beaucoup de retours donc, de clients qui ont consulté à distance et qui nous disent que c'est tout autant efficace car voilà comme l'a dit Régis en s'isolant en ayant un bon casque et une bonne caméra on peut avoir donc se basculer dans l'état et faire ressortir notre inconscient. Donc on a d'autres questions. On nous demande si l'imagerie positive nécessite la visualisation pardon, d'un geste parfait. Donc, par exemple, si on est débutant et qu'on n'a jamais fait ça, est-ce qu'on va quand même réussir à pratiquer l'imagerie positive? Alors, tout à fait, parce que du coup, si on s'imagine, je vais prendre l'exemple de Milton Erickson, qui est celui qui a inventé l'hypnose ericksonienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, il était paralysé. Il a réussi à remarcher en s'imaginant en train de marcher, alors qu'il en était pour le moment incapable. Donc, du coup, c'est pour faire le parallèle, quand on commence un sport, on n'a pas encore toutes les techniques. Et justement, l'imagerie va permettre de s'entraîner mentalement à faire un geste qu'on n'a pas encore forcément fait réellement ou fait au mieux réellement. Et si on s'imagine en train de le faire parfaitement, par exemple, si on imagine son double idéal, par exemple, je ne sais pas, qui est comme Usain Bolt, par exemple, si on fait de l'athlétisme, on va pouvoir s'imaginer son double idéal et ensuite devenir son double idéal pour pouvoir faire le geste parfaitement. Donc, même si on n'a pas réellement fait le geste à la perfection à la base, encore, on va pouvoir s'entraîner à le faire à la perfection et ça va nous entraîner une fois qu'on sera en condition réelle à le faire. Super, je vous remercie. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, Régis, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient pour ce webinaire qui était très instructif. Donc, voilà, on a encore des merci. Bah, déjà, je tenais aussi à Merci à vous pour remercier votre attention. tout à fait toutes les personnes qui nous regardent d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Mais vraiment, merci à vous. Et donc, je vous le rappelle une dernière fois, mais bien sûr, vous recevrez donc demain matin le replay du webinaire et aussi, grâce à Régis, le support de présentation. Bah, voilà, encore plein de merci de tout le monde. Donc, bah, je vais le faire une dernière fois. Vraiment, merci beaucoup, Régis. Et je pense qu'on va terminer le webinaire pour ce soir. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos questions. Et vraiment, on se fera un plaisir, enfin, Régis, pas moi, mais Régis se fera un plaisir d'y répondre a posteriori. Donc, merci beaucoup, Régis, et merci à vous. Et puis, bah, je vous souhaite une Merci à bonne tous. soirée. Merci à tous pour votre attention. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.